Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je suis admiré par mes collègues, mais en tout cas, je suis bien là. Quand l'équipe organisatrice m'a d'abord invité pour venir vous parler aujourd'hui, j'ai eu une réaction un petit peu mitigée. D'un côté, j'étais enthousiaste parce que comment refuser une telle tribune devant un public aussi averti et en même temps easygoing. Mais également, j'étais un peu sceptique parce que qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur modeste comme moi peut bien faire dans une conférence TED? Et puis que diraient les plus austères de mes collègues? Je pratique une discipline qui s'appelle la science politique. C'est une discipline où la scientificité est régulièrement remise en cause par les plus austères de nos collègues, justement parce que beaucoup d'autres collègues interviennent régulièrement dans les médias et souvent, il faut bien le reconnaître, pour ne rien dire. Mais je pratique, ou en tout cas je crois, à ce que certains appellent la sociologie publique, ou la science politique publique, si vous voulez. La sociologie publique, c'est non pas accumuler des connaissances, la connaissance pour la connaissance. J'ai raté mon introduction, mais c'est pas grave. En fait, je voulais vous dire tout à l'heure que je n'avais pas grand-chose à faire chez TED, parce que je n'avais pas traversé les océans à dos de requin. Je n'avais pas non plus appris les 2000 dialectes que compte le continent africain. Et puis je ne suis l'auteur d'aucune invention originale qui mérita le prix Nobel. Donc je reprends. La sociologie publique, qu'est-ce que c'est? La sociologie publique, c'est produire des connaissances, mais c'est surtout les faire circuler, les faire sortir de l'univers académique, des frontières de l'université. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il y a l'enseignement, bien sûr, il y a aussi des conférences comme aujourd'hui. L'intérêt de cette sociologie publique, c'est de montrer et de diffuser les acquis des sciences sociales. Alors qu'est-ce que c'est que les sciences sociales? Ce sont des sciences qui permettent d'accroître le sens critique des individus. Elle poursuit ce projet très très ambitieux. Alors pourquoi? Parce qu'elle ne produit pas n'importe quel type de connaissances. Les connaissances produites par les social-scientistes sont fondées sur des hypothèses, une problématique, je sais que c'est un terme que vous affectionnez ici à Sciences Po. Il y a également, bien évidemment, un investissement sur un terrain de recherche. Et puis, il y a des résultats. Et cette connaissance que l'on produit, me semble-t-il, est l'inverse de toutes ces connaissances qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui relèvent du fast thinking ou de la pensée molle, ou bien du sens commun. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que je crois que nous vivons dans un monde paradoxal. D'un côté, comme je disais, nous sommes submergés d'informations, de connaissances diverses et variées, et de fait, tous les jours, nous en apprenons de nouvelles. Hier, par exemple, en préparant cette intervention, j'ouvre ma page Yahoo et j'apprends que de nouveaux indices, de nouveaux éléments sur un candidat à la présidentielle de la République vont être rapidement et bientôt livrés au public. J'apprends aussi que Beyoncé a une grande nouvelle à nous annoncer, ou encore que l'OM cherche son Zlatan. Et puis en un clic, on peut avoir accès, sans attendre, aux 15 scènes les plus torrides du cinéma mondial. Mais nous vivons dans un monde paradoxal parce que d'un côté, il y a toutes ces informations qu'on peut accumuler sans problème, et puis de l'autre, il me semble, et ça va être l'objet de mon intervention, je crois que nous sommes tous enclins à ce que j'appellerais le refus de savoir, ou le déni même d'une certaine réalité. Car ces connaissances que nous engrangeons, que nous gobons, il est rare que nous les hiérarchisions. Il est rare aussi que nous trouvions dans celles-ci celles qui nous font avancer, celles qui sont les plus utiles à nous-mêmes, mais aussi, j'ose le dire, à la société. Et ce refus de savoir, ce déni de savoir est plus répandu qu'on ne le pense. C'est pour ça que la formule, alors ça c'est l'érudit, ça ce sont les réseaux sociaux, mais ça c'est Horace. C'est pour ça que la formule d'Horace, sapere aude, oser savoir, est si belle. Alors bien sûr, je me suis demandé au début si TED n'avait pas inversé le sens des mots. Savoir oser faisait plus TED à mon avis, mais c'est sans doute le signe que j'avais des préjugés. Oser savoir car le savoir mérite ou suppose un effort, voire de l'audace, voire aussi une rupture avec notre confort intellectuel. Les sciences sociales, justement, ont pour mission de lutter contre le refus de savoir. Alors, je pourrais vous donner 1000 exemples qui l'illustreraient. Vous les connaissez. La sociologie, par exemple, de l'éducation a montré que la démocratisation de l'enseignement
n'avaient pas amoindri les inégalités, mais les avaient renforcées, par exemple. Les grandes écoles, notamment, en sont l'indice. Mais je ne vais pas faire ça ici, car ce qui est magique, presque, magnifique quand on pratique les sciences sociales, c'est qu'au fond, on peut travailler un petit peu sur tout, dès lors qu'on arrive à construire le questionnement que l'on propose. Et moi, j'ai voulu travailler justement sur le déni lui-même. D'où vient ce refus de savoir? Comment est-il alimenté et quelle forme il prend? Alors, je vais vous donner un exemple tiré de mes recherches. Il se trouve que je pratique la sociologie politique des changements de régime, c'est-à-dire que je m'intéresse au processus de démocratisation, aux épisodes révolutionnaires, et puis à ce qui se produit par la suite. Pendant très longtemps, j'ai travaillé sur ce magnifique pays qu'est la Pologne, après la chute du communisme. Et depuis 6 ans, j'ai choisi de transgresser un peu la frontière entre les aires culturelles et de m'intéresser à la Tunisie, dans le contexte même du soulèvement commencé un 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid par l'immolation de Mohamed Bouazizi, et dont l'une des issues immédiates, ce n'est pas la seule, a été le départ de Ben Ali. Là, j'ai mis Ben Ali sur fond mauve, parce que le mauve était sa couleur fétiche. Alors, dans ce travail, je m'intéresse à un élément très spécifique, ce sont les élites. Et les élites, pas n'importe lesquelles, je m'intéresse à la manière dont les cadres de l'Ancien Régime se réinvestissent ou non après la révolution. Au fond, qu'est-ce qu'une révolution fait aux vaincus d'une révolution, à ces vaincus disqualifiés par l'histoire? Et dans le cadre de ce travail, j'ai pu travailler sur le déni parce que justement, j'ai pratiqué la méthode de l'entretien. Donc, je fais beaucoup d'entretiens avec dans un cadre des ministres, des députés, des gouverneurs, des ambassadeurs, même des premiers ministres de l'époque de Ben Ali. Et je les ai interrogés sur des questions qui, à mon avis, sont importantes, des questions des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Tunisie, il existe une instance, Vérité et Dignité, qui a été mise en place dans le cadre de la justice transitionnelle et qui vise à faire la lumière sur les crimes du passé. Dans le cadre de cette instance Vérité et Dignité, des auditions publiques ont été organisées et beaucoup de victimes de l'Ancien Régime ont pu témoigner et présenter au public, c'était retransmis à la télévision en direct, les abus dont ils ont été les victimes. La torture, par exemple, était une pratique courante en Tunisie. Parmi les 60 000 dossiers que l'instance Vérité et Dignité a enregistrés, 10 000 concernent des cas de torture, et on peut supposer que tous ceux qui en ont été victimes ne se sont pas présentés dans le cadre de la justice transitionnelle. Alors j'ai voulu savoir ce que les figures du régime précédent, du régime déchu, en pensaient. Est-ce qu'ils avaient des doutes, des regrets, voire même des sentiments de responsabilité, voire même de culpabilité? Alors j'ai pratiqué ces entretiens en n'étant ni juge ni journaliste pour comprendre le discours qu'ils allaient me donner. Et contre toute attente, non seulement très très peu d'entre eux, voire aucun d'entre eux ne reconnaissait une espèce forme, quelqu'une forme de responsabilité, mais en plus ils niaient les faits. Alors, quelles sont les formes de ce déni? J'ai voulu restituer donc les différentes manières du déni, et je me suis appuyé sur un ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'appelle States of Denial, dans lequel l'auteur distingue 3 types de déni. Le déni littéral, le déni interprétatif, le déni d'implication. Déni littéral, cela n'a pas eu lieu, à propos de la torture par exemple. Alors j'ai un cas d'un ancien Premier ministre qui me dit « Vous savez, on entendait parler, mais c'était tellement exagéré qu'on n'y croyait guère. » Le déni interprétatif, cela veut dire « Oui, c'est vrai, on reconnaît les faits, cela a bien eu lieu, mais ce n'est pas ce que vous pensez. » Alors un exemple de déni interprétatif, c'est l'idée de minimiser le crime. Ou bien de dire qu'au fond, il est justifiable dès lors qu'on poursuit un objectif plus noble. Par exemple, lutter contre l'islamisme, qui a été l'argument phare des cadres de ce régime de Ben Ali, et qui justifiait du coup des exactions contre les droits de l'homme. Pour faire éclore cette belle plante qu'est la démocratie, il faut d'abord savoir désherber, me dit un ancien cadre du parti, par ailleurs jardinier. Alors, troisième forme de déni, le déni d'implication. C'est le plus répandu. C'est de dire, oui, c'est vrai, la torture a bien existé. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ce que vous croyez, c'est bien la torture, mais je n'y suis pour rien. Un ancien cadre, par exemple, du parti, me dit, vous savez, moi, je n'étais pas dans l'exécutif. Alors, c'est vrai, j'ai soutenu le régime précédent, j'ai fait des discours, je me suis baladé dans tout le pays, mais je n'ai jamais pris de décision, je n'ai jamais signé de loi ou de décret,
et je n'ai jamais donné d'ordre de ce type. Alors je vais voir un ancien ministre qui faisait partie de l'exécutif. L'ancien ministre me dit « Oh, vous savez, oui, c'est vrai, j'ai participé à ces gouvernements, mais je n'étais que ministre de l'Éducation. Alors on peut me reprocher la baisse du niveau scolaire, mais en aucun cas le fait que la torture ait pu être une pratique. Alors je vais voir un ancien ministre de l'Intérieur. Après tout, n'est-il pas le chef de la police? Et lui me dit vous savez, sous Ben Ali, la répression a été orchestrée depuis Carthage. Donc c'est le président Ben Ali qui prenait les décisions. Moi, je n'ai absolument rien à voir avec toute cette histoire. » Alors j'ai voulu comprendre d'où venaient ces différents types de rhétorique. Alors j'ai rejeté des explications qui m'apparaissaient trop simples. L'idée d'une universalité du déni, au motif qu'on le retrouve dans d'autres contextes analogues. L'idée aussi l'idée venue d'une approche plus psychologique ou psychanalytique qui met en avant la notion de personnalité autoritaire. Il me semblait là encore que ça ne convenait pas. Et puis, dernière explication, celle d'une spécificité culturelle, cette idée galvaudée selon laquelle les sociétés arabes sont rétives à la démocratie, rétives aux droits de l'homme, et que ce sont des sociétés, on voit très très bien par cet exemple pictural orientaliste, ce sont des sociétés de violence intrinsèque. Alors j'ai voulu l'expliquer différemment, ce déni, en mettant en avant 3 ou 4 même facteurs qui me semblaient beaucoup plus significatifs. D'abord tout simplement parce que les cadres de l'Ancien Régime ont intérêt à nier. Ils sont toujours susceptibles d'être poursuivis par la justice. Deuxièmement, parce que l'histoire de la répression n'est pas encore écrite. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de faire des sciences sociales ou de l'histoire. Il est facile à quelqu'un de nier les réalités dès lors qu'elles n'ont pas encore été objectivées dans des textes, dans des publications suffisamment reconnues par tout le monde. On peut donc faire allègrement du révisionnisme historique dans le contexte tunisien d'aujourd'hui. Et puis, troisième facteur, c'est le contexte même des entretiens réalisés. Ces entretiens permettent des jeux avec la langue. C'est Hannah Arendt, lorsqu'elle travaillait sur le procès Eichmann, qui montrait qu'à coup de clichés euphorisants ou de règles de langage, en fait, l'accusé pouvait se défendre en mobilisant justement tout ce que le langage permet comme potentialité d'exprimer un certain nombre d'idées. Et puis, dernièrement, parce qu'il me semble, mes enquêtés partageaient une propriété sociale particulière. Ce sont tous des cadres d'une élite politico-administrative qui revendique la paternité de la modernisation du pays, qui est en fait une élite sûre d'elle-même, peu encline à l'autocritique, et dont l'économie morale consiste justement et conduit à justifier des choses que par ailleurs on trouverait injustifiables. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout cela? Eh bien, parce qu'il me semble que nous sommes, au-delà des cas de l'Ancien Régime d'un pays comme la Tunisie, nous sommes tous sujets au refus de savoir. On n'en a pas toujours conscience. Mais il me semble que les analyses que j'ai présentées sur cette autre réalité sont valables aussi en partie pour nous-mêmes. Le déni littéral, par exemple. Qui sait qu'aujourd'hui, en Tunisie, la torture continue d'être pratiquée dans les commissariats? Alors on sait de la Tunisie qu'elle est la réussite exceptionnelle du monde arabe, une démocratisation qui est devenue un modèle. Plusieurs organisations de la société civile ont reçu un prix Nobel. Tout ça, c'est très bien, bien évidemment. Mais pourquoi sait-on plus cela que le fait que non seulement la torture est pratiquée, mais qu'en plus, le système judiciaire fait tout pour empêcher des accusations et fait tout pour pousser des procès? Le déni interprétatif. Ne nous arrive-t-il pas, parfois, de donner crédit à ceux qui justifient le crime ou l'injustice au nom d'un objectif plus noble? Cette vieille rhétorique de la fin qui justifierait les moyens. Est-ce qu'on n'est pas tous, ici et là, amenés à utiliser cet argument? Et puis le déni d'implication, qui à mon avis est encore le plus répandu. Ne nous arrive-t-il pas aussi, face à une situation tragique, de dire que c'est tragique, mais qui puis-je? Que puis-je y faire? Mais n'est-ce pas une manière aussi de surestimer notre impuissance à changer les choses? Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de nous désimpliquer moralement? Parce qu'au fond, nous aussi, nous avons toutes les raisons de pratiquer le déni. C'est pour notre intérêt d'abord, pour notre confort moral et intellectuel. C'est aussi parce que certains sujets d'indignation ne sont pas encore entrés sur l'agenda public, ne font pas l'objet d'un traitement médiatique et politique. Et donc on fait comme si il n'existait pas. Et puis surtout, le déni de responsabilité
me semble-t-il, il est lié aussi au fait que nous ne sommes jamais dans les conditions d'un entretien, comme j'ai pu le faire avec d'anciens ministres de Ben Ali. On n'a jamais à justifier à la fois notre impuissance, notre indifférence vis-à-vis de crimes et bien évidemment non plus notre méconnaissance. Alors comprenez-moi bien, j'ai dit nous, je n'ai pas dit vous, car mon discours n'est pas un sermon. Je sais que ici chez TED ça fait un peu télé-évangéliste, mais je n'étais absolument pas là pour vous faire un sermon. Je suis moi-même enclin au déni, j'ignore bien plus que je ne connais, bien évidemment, et il y a des réalités que je ne saurais voir. Il y a même des sujets sur lesquels je serais incapable, à mon avis, de travailler. Je vais vous montrer une image que je ne sais pas voir. Je n'arrive pas à la regarder, et je n'arrive pas à en tirer les conséquences. Cette image très dure, elle a été prise le 21 août 2013 dans la banlieue de Damas, dans le quartier de la Ghouta, suite à un massacre à l'arme chimique. Et les deux petites filles sont mortes du gaz sarin. Et ce jour-là, le 21 août 2013, je fêtais mon anniversaire. Je ne sais même plus où, très très loin des réalités syriennes. Il y a de fortes chances que je serais incapable de travailler, par exemple, sur les meurtres de masse ou sur des réalités aussi effroyables. Mais j'essaie, par la pratique des sciences sociales, de prendre conscience de cela, de déconstruire des savoirs ordinaires, voire inutiles, et de chercher à produire des connaissances inédites qui m'aident à voir le monde autrement. Voilà où se situe mon engagement, comme chercheur, encore une fois, mais aussi comme enseignant, pour diffuser ce savoir, et voilà pourquoi cette belle formule « oser savoir » me touche si profondément. Merci beaucoup.